Voici l'Iran, un pays qui pourrait devenir l'une des économies les plus prospères et les plus puissantes du monde en moins de 10 ans si on lui en donnait la possibilité. L'Iran compte 88 millions d'habitants relativement bien éduqués, jeunes et prêts à travailler. Le pays possède également d'immenses richesses en ressources naturelles. Jusqu'à 5% des métaux extractibles dans le monde se trouvent en Iran. Il possède la deuxième plus grande réserve de gaz naturel au monde, juste derrière la Russie, et plus de pétrole que les Émirats arabes unis et le Qatar réunis. L'Iran se trouve également dans une position géographique idéale, entre l'Asie et l'Europe, avec un accès facile aux océans. Il pourrait également développer ses infrastructures très rapidement. En dépit de tous les problèmes qu'il rencontre actuellement, les gens sont toujours prêts à investir dans le pays qui a été appelé le dernier marché émergent inexploité. Pour se développer, les économies ont besoin des facteurs de production, la terre, la main-d'œuvre et le capital. Et on les trouve en abondance en Iran. Une population jeune et qualifiée, des terres parmi les plus riches et les mieux situées du monde, et une infinité de possibilités d'investissement pour développer rapidement les industries. Si l'Iran réalisait pleinement son potentiel, sa production pourrait rivaliser avec celle de l'Allemagne, du Japon, voire des États-Unis et de la Chine. Si cela vous semble insensé maintenant, vous changerez d'avis à la fin de cette vidéo. Évidemment, aujourd'hui, l'Iran est loin d'avoir atteint ce niveau de réussite. Malgré tous ses avantages, son PIB n'est que de 360 milliards de dollars, ce qui correspond à 4091 dollars par habitant. Cela le place au même niveau que le Sri Lanka et le Liban, qui sont essentiellement des États en faillite, sans aucune des immenses ressources naturelles dont l'Iran dispose. Bien sûr, l'Iran est dirigé par un gouvernement autoritaire qui a montré peu d'intérêt pour le bien-être de son peuple. Mais même s'il ne se souciait pas des citoyens, il s'agit tout de même d'un échec économique parce qu'il n'arrive pas à produire assez pour progresser économiquement. Alors, comment l'Iran est-il passé de l'une des économies à la croissance la plus rapide du monde à l'échec économique qu'il est aujourd'hui? Pourra-t-il un jour maximiser son potentiel économique? Et enfin, pourquoi ses dirigeants ne le souhaitent-ils pas? Une fois que nous aurons fait tout cela, nous pourrons placer l'Iran sur le classement de l'économie expliquée. L'économie de l'Iran, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a réellement démarré en 1979, après que la révolution iranienne a aboli la monarchie et établi la République islamique d'Iran. La révolution a été une véritable surprise pour la plupart des pays du monde, en grande partie parce que l'Iran se portait bien avant le début du conflit. L'économie était en pleine croissance et les gens devenaient de plus en plus riches. Il n'y avait pas de défaite de guerre, ni de crise financière, ni aucun des motifs habituels pour une révolution. Bien sûr, comme nous essayons de le préciser le plus souvent possible, notre domaine d'expertise sur cette chaîne est l'économie, et non la géopolitique. Mais cela aurait pu être une étude de cas intéressante si le pays n'était pas entré en guerre avec l'Irak, un an plus tard. Entre 1980 et 1988, l'économie iranienne s'est entièrement consacrée au conflit avec son voisin. Presque toutes les industries ont été nationalisées et le nouveau gouvernement est allé encore plus loin. Les biens des citoyens iraniens qui ne s'alignaient pas sur les idéaux du gouvernement ont été confisqués et donnés à ce que l'on appelait un bonyad. Ce sont des organisations créées à la fin du règne de la monarchie iranienne et conservées par le nouveau gouvernement après la révolution. Les bonyads sont des organismes indépendants qui, en théorie, fournissent des services sociaux aux personnes les plus pauvres en Iran. En pratique, il s'agit d'énormes organisations qui gèrent une grande partie des industries iraniennes, reçoivent des fonds du gouvernement, n'ont pas besoin de payer d'impôts et n'ont même pas besoin de tenir des registres financiers. Elles ne rendent compte qu'au guide suprême de l'Iran, ce qui permet au chef de l'État iranien d'exercer un contrôle direct sur des organisations qui contribuent à hauteur de 20% à la production du pays, emploient 10% de sa main-d'œuvre et peuvent faire ce qu'elles veulent sans laisser de traces. Dès le début, ces bonyads sont devenus des outils de corruption. La plupart des entreprises qu'ils dirigent perdent de l'argent, mais cela n'a pas d'importance parce qu'ils aident à garder le contrôle sur la population. Si 10% de la population active dépend directement de ces organisations, ils ne vont pas s'exprimer contre le gouvernement qui les contrôle. À des niveaux d'influence plus élevés, les bonyads peuvent acheminer de l'argent vers les fonctionnaires par le biais de contrats lucratifs et d'emplois qui n'ont même pas besoin d'être déclarés. C'est un bon moyen de faire en sorte que l'élite iranienne soit satisfaite du gouvernement actuel. Les bonyads peuvent également être utilisés comme une menace pour contrôler les quelques entreprises privées qui existent en Iran. Comme les entreprises gérées par les bonyads n'ont pas besoin de payer d'impôts ni même de gagner de l'argent, elles peuvent facilement concurrencer les entreprises privées, quel que soit leur secteur d'activité. Par conséquent, si les entreprises privées veulent continuer à gagner de l'argent, elles doivent satisfaire le gouvernement. Ces opérations ont été terribles pour l'économie iranienne.
À part l'argent gaspillé et la corruption ouverte, elles ont rendu les investissements en Iran très peu attrayants, parce que les investisseurs étrangers craignent que leurs investissements soient nationalisés et revendiqués par l'État ou qu'ils soient concurrencés par des bonyads qui n'ont pas à respecter les mêmes règles. Il s'agit d'un problème majeur pour l'économie, car l'Iran a besoin d'investissements pour développer d'autres industries que celles des combustibles fossiles. Aujourd'hui, le pétrole représente 69% de ses exportations et les produits pétrochimiques représentent 20%, suivis par les fruits et les tapis. Ce ne sont pas des produits qui feront de l'Iran une économie avancée. D'autres pays riches en pétrole de la région, même ceux dont les gouvernements sont tout aussi autoritaires, tentent tant bien que mal de développer des industries alternatives en encourageant l'activité commerciale de l'étranger. Les Émirats ont développé des villes et des infrastructures de transport gigantesques pour attirer les touristes et les entreprises du monde entier. Le Qatar a dépensé des milliards de dollars pour accueillir la Coupe du Monde de football avant de montrer les progrès qu'il avait accomplis, avec plus ou moins de succès. Même l'Arabie Saoudite, un pays avec ses propres complications géopolitiques, investit beaucoup d'argent dans des méga-projets qui sont probablement stupides du point de vue de l'ingénierie et de l'urbanisme, mais qui aideront le pays à attirer un grand nombre d'entreprises désireuses de jouer un petit rôle dans ce qui est en réalité un vaste effort de relance économique. L'Iran, quant à lui, est parfaitement satisfait de maintenir ses bonyads anti-compétitifs en place, même si cela nuit à son économie, parce que les décideurs n'en ont rien à faire. Les élites iraniennes qui bénéficient du contrôle absolu que le gouvernement exerce sur le pays sont suffisamment riches pour qu'une croissance économique plus large ne leur importe pas. Beaucoup de leurs familles ne vivent même pas dans le pays, de sorte que l'économie n'a pas d'importance pour eux, si ce n'est la quantité d'argent qu'ils peuvent tirer des systèmes corrompus en place. Une population plus riche est plus apte à l'activisme politique. Une population pauvre est également moins susceptible d'exiger des salaires plus élevés de la part d'entreprises pétrolières gérées par l'État et les bonyads, ce qui pourrait miner leurs profits. Pour cette raison, la population n'est guère incité à poursuivre le développement économique s'il se fait au détriment de la mainmise sur l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. Même si les économistes éliminent l'influence de la corruption liée aux intérêts personnels, un grand nombre de ces systèmes sont fortement liés à la théocratie du pays. Le fait qu'ils emploient également beaucoup de personnes signifie qu'en dépit de leurs problèmes, ils restent assez populaires dans le pays même. Les bonyads sont également des organisations semi-religieuses, et avec l'argent qu'elles distribuent, elles font du bien aux pauvres, mais elles entraînent aussi le pays dans de nombreux problèmes. Comme beaucoup de ces organisations sont peu contrôlées et qu'elles comptent des religieux dans leur rang, elles ont été maintes fois prises en flagrant délit de financement de groupes militaires peu populaires à l'international. Cela nous amène à parler des facteurs extérieurs qui freinent l'économie iranienne, les sanctions. Les sanctions sont des restrictions économiques imposées au commerce et aux flux financiers à destination de pays ou d'organisations pour des raisons politiques, militaires et sociales. C'est la motivation qui différencie réellement les sanctions des restrictions commerciales ordinaires. Il existe de nombreuses restrictions commerciales entre l'Australie et les États-Unis, mais ces deux pays font partie des alliés les plus proches au monde, tant sur le plan militaire qu'économique. L'Australie impose encore des restrictions commerciales aux États-Unis parce qu'elle veut protéger ses industries locales et parce que certains produits fabriqués aux États-Unis ne sont pas conformes aux réglementations locales. Les États-Unis imposent des restrictions commerciales à l'Australie pour les mêmes raisons. Si les États-Unis déclarent que la NFL est plus forte que la NRL, l'Australie pourrait alors imposer des sanctions économiques au pays jusqu'à ce qu'il retire sa déclaration officiellement. La sévérité des sanctions va de l'interdiction d'acheter certains produits à un pays jusqu'au blocage de toutes ses importations, de ses exportations et à la saisie de ses biens étrangers tout en encourageant les alliés à faire de même. L'objectif est de paralyser l'économie du pays de manière à ce qu'il perde sa capacité à continuer à mener une guerre, qu'il soit contraint de se former aux conditions mises en place par les pays qui imposent les sanctions ou que son propre peuple en ait assez de la baisse de sa qualité de vie et force le changement de l'intérieur. Les sanctions sont beaucoup plus efficaces lorsque le pays ou le groupe de pays qui les impose sont des blocs commerciaux plus importants que les pays visés par les sanctions. Dans l'exemple où l'Australie impose des sanctions aux États-Unis, ces derniers ne le remarqueraient même pas parce que l'Australie est une économie relativement insignifiante. Si les États-Unis imposaient des sanctions à l'Australie, l'économie de l'Australie se retrouverait probablement paralysée. Les sanctions imposées par les États-Unis ont tendance à être beaucoup plus effrayantes pour les pays visés. Ils peuvent bloquer l'accès aux réseaux de paiement et rendre les réserves de monnaie étrangère pratiquement inutiles vu qu'ils contrôlent les réserves mondiales de monnaie. Les États-Unis exercent également une grande influence sur les autres pays qui suivent leurs conseils en matière de sanctions pour mettre en place les leurs. C'est ce qui s'est passé avec l'invasion russe de l'Ukraine et aujourd'hui les entreprises et les individus russes et la Russie elle-même sont sanctionnés par des dizaines de pays. L'Iran a également été victime, à des degrés divers, de sanctions imposées par les États-Unis.
Et ce depuis le début du nouveau gouvernement qui a suivi la révolution de 1979. 7 mois après la création du nouvel État, il y eut la crise des otages iraniens, où 52 diplomates et citoyens américains et canadiens ont été capturés après la prise de l'ambassade de Téhéran. En réponse à cette agression, l'État a été soumis à un embargo commercial, et des biens étrangers d'une valeur de 8,1 milliards de dollars ont été saisis. Les sanctions ont été un outil efficace, car leur levée a été un élément clé des négociations qui ont permis de libérer les otages 444 jours après avoir été capturés. Dès lors, l'Iran a vu les sanctions levées et remises en place trop souvent pour qu'on puisse toutes les nommer. Mais la tendance générale est que le pays s'est de plus en plus coupé de l'Occident au fil du temps. L'Iran continue de faire l'objet de sanctions parce que des organisations telles que les Bonyad continuent de financer et de soutenir des groupes soumis à des restrictions internationales. Le gouvernement a également rompu les accords conclus avec l'Occident concernant le développement d'armes nucléaires et de missiles balistiques, et certains individus et groupes du pays ont été spécifiquement ciblés pour violation des droits de l'homme. Une fois de plus, sur cette chaîne, nous nous concentrons sur l'économie et non sur la géopolitique. Nous n'allons donc pas débattre de la question de savoir si ces sanctions étaient justifiées, mais ce qui ne fait pas débat, c'est comment elles ont ruiné toute chance pour l'économie iranienne d'atteindre son potentiel. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, l'Iran était le pays le plus lourdement sanctionné au monde, devançant même la Corée du Nord. Les sanctions ont eu un effet profond sur l'économie iranienne. Sa production économique est concomitante de l'assouplissement et du renforcement des sanctions au fil du temps. Les industries du pays étant autorisées à se développer pour être ensuite sanctionnées encore et encore. Le commerce mondial et l'échange de connaissances et de technologies sont en grande partie à l'origine de la richesse du monde moderne. Un des facteurs principaux de la richesse du monde d'aujourd'hui est le commerce international et l'échange de connaissances et de technologies. Permettre aux pays de se spécialiser dans ce qu'ils font le mieux et leur donner accès à des équipements modernes sans les obliger à les construire eux-mêmes a rendu le monde plus riche. Si un pays est coupé de cet échange, il finira par gérer son économie comme dans les années 20. L'efficacité des sanctions contre des pays comme la Russie a fait l'objet de nombreux débats, mais du point de vue des dommages économiques qu'elles causent, il est clair qu'elles sont efficaces, surtout sur une période longue. Le plus décevant dans tout cela, c'est que l'Iran pourrait être une véritable superpuissance économique. En 2012, l'Iran avait un PIB de 644 milliards de dollars. Soit près de 6 fois plus que 10 ans auparavant. Mais maintenant, son PIB est 2 fois moins élevé en raison de tous les problèmes que nous avons explorés dans cette vidéo. Mais avec une bonne gestion économique, il n'y a aucune raison pour qu'il n'ait pas continué à croître à ce rythme pendant longtemps. Entre 2000 et 2012, le pays était toujours sanctionné par l'Occident. Mais les contrôles s'assouplissaient lentement en échange d'accords sur le développement nucléaire et d'autres points importants. Les affaires se développaient, mais le pays devait encore faire face à des difficultés liées principalement à la corruption, à un système bancaire inefficace et à la concurrence déloyale des entreprises publiques et des Bonyad. La main-d'œuvre était mieux utilisée, mais plus de la moitié de la main-d'œuvre potentielle était massivement sous-représentée, car il est extrêmement difficile pour les femmes de trouver un emploi en Iran. C'est d'autant plus tragique que la plupart des travailleurs du pays, y compris les femmes, sont très bien éduqués et pourraient être extrêmement productifs si on leur en donnait la possibilité. Malgré tous ces défis, l'Iran avait atteint son apogée en tant que 15e économie mondiale. Il est aujourd'hui au 41e rang. Avec ses richesses en ressources naturelles, combinées à sa jeune main-d'œuvre talentueuse et au désir des investisseurs du monde entier de construire des usines dans le pays, l'Iran pourrait facilement avoir un rendement par habitant comparable à celui d'autres pays de la région, comme les Émirats arabes unis ou le Qatar. Étant donné qu'il s'agit d'une économie beaucoup plus importante et plus peuplée, si elle était en mesure d'atteindre ce niveau de production à l'échelle individuelle, son PIB pourrait atteindre 5 ou 6 000 milliards de dollars. La forme que prend le succès économique dépend vraiment de la personne qui prend les décisions. Dans la plupart des pays, plus de production signifie plus de prospérité pour tous, plus d'emplois, plus de biens et de services. La recherche d'une croissance sans fin a ses problèmes, mais le fait que tout le monde partage un plus grand gâteau économique est généralement une bonne chose. Pour les dirigeants des régimes autoritaires, la réussite économique ne tient pas vraiment compte de la qualité de vie de la personne moyenne. Le succès économique consiste pour eux à maintenir le statu quo et l'amélioration de la situation de leur peuple peut parfois aller à l'encontre de cet objectif. Il est temps de placer l'Iran dans le classement de l'économie expliquée. En commençant, comme toujours, par la taille. L'Iran a un PIB de 360 milliards de dollars US, ce qui en fait la 41e économie du monde. Il dispose de tous les facteurs de production nécessaires pour la rendre beaucoup plus importante. Mais pour l'instant, elle obtient un 6 sur 10. Ce PIB dérisoire est réparti sur une population de 86 millions d'habitants, ce qui en fait le 17e pays le plus peuplé du monde. Cela signifie également que chaque individu contribue seulement à hauteur de 4 091 $ à la production totale, soit moins de la moitié de la moyenne mondiale. Malgré tous ces avantages, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, et il obtient une note de 2 sur 10.
La stabilité et la confiance sont évidemment très faibles. Le pays est continuellement la cible de sanctions et les investissements qui peuvent être faits en Iran sont tout aussi susceptibles d'être saisis ou d'être concurrencés par une entité semi-gouvernementale qui n'a pas à respecter les mêmes règles que les autres. L'Iran est également fortement tributaire de ses richesses en ressources naturelles et n'a pratiquement rien fait pour diversifier ses revenus internationaux. Il obtient une note de 1 sur 10. Une note plus basse serait donnée s'il était activement engagé dans une guerre civile ou territoriale. La croissance a également été décevante. De 2000 à 2012, l'Iran était l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Mais depuis lors, elle a diminué de moitié en 10 ans, ce qui lui vaut un 0 sur 10. Enfin, l'industrie. En raison des sanctions, des boniades et d'un environnement commercial globalement médiocre, il est très difficile pour les entreprises d'opérer efficacement. Le pays dispose d'un important secteur des services, mais cela ne veut pas dire grand-chose en soi, car il dépend toujours de la vente du pétrole et de ses autres ressources naturelles. Heureusement, s'il y a un pays qui peut s'en sortir en s'appuyant sur ses ressources naturelles, c'est bien l'Iran, car il en a beaucoup, ce qui lui vaut une note de 5 sur 10. Au total, l'Iran obtient une note moyenne de 2,8 sur 10, ce qui le place vers le bas du classement de l'économie expliquée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.